Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Mais parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, le voilà à la tête d'une ligue au chômage. Il n'en faut pas plus pour retourner la cité marchande. Il laisse derrière lui les caisses pleines, mais un royaume triste. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 13, ça ne finit plus d'en finir. Bon, vous vous souvenez, avant de parler des Suisses dans l'épisode 12, on avait assisté à la chute des Français dans le duché de Milan. Le pape Jules II avait mis sur pied une ligue avec Venise, le royaume de Naples et les cantons suisses, et cette ligue avait réussi à chasser les envahisseurs. C'est donc un grand succès pour le pape. Trop grand même. Et oui, les Français sont tellement teigneux qu'ils ne s'attendaient pas du tout à triompher aussi facilement. Le voilà donc à la tête d'une ligue au chômage, sans avoir fait aucun plan pour se partager les territoires reconquis. Et rapidement, des dissensions se font jour. Imaginez un peu. À Milan, le nouveau duc s'appelle Massimiliano Sforza. Les Suisses, ces rudes gaillards venus de leur canton montagneux, sont ses protecteurs officiels. Autant dire que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans le duché de Milan. Le pape, Jules II, a profité de la reconquête pour faire main basse sur Parme et Piacenza, deux anciennes villes milanaises qui viennent agrandir ses propres territoires, les États pontificaux. Sauf que voilà, maintenant qu'il a chassé les Français, le pape ne sait plus quoi faire de l'armée aragonaise que son allié Ferdinand, le roi d'Aragon, lui a envoyée. Ces soldats coûtent cher et en plus, ils n'ont plus rien à faire et s'ennuient ferme. Venise, de son côté, ne fait pas grand cas du Milanais. Elle profite du chaos pour reconquérir les territoires que la France lui avait piqués. Sauf que l'empereur Maximilien convoite les mêmes territoires. Depuis l'arrivée de Louis XII en Italie, en 1500, l'empereur dispute en effet le contrôle de nombreuses villes de la plaine du Pô à Venise. Plus de 10 ans que cette guerre sans vainqueur fait rage et Maximilien en a marre. Agacé par les Vénitiens, il pousse le pape Jules II à les exclure de la Sainte Ligue, donc la ligue qui vient juste de défaire Louis XII. Au même moment, les armées aragonaises, qui agissent toujours au nom du pape, malgré l'absence de salaire, reprennent Brescia, une ville restée française que les Vénitiens auraient bien aimé avoir. Il n'en faut pas plus pour retourner la cité marchande et la pousser à nouveau dans les bras des Français. Venise se tourne vers Louis XII et lui offre son aide pour reconquérir le Milanais, encore une fois, en échange des villes de Brescia et Bergame. Ça va, vous suivez? Les alliances ont un peu changé. On a donc le pape Jules II et l'empereur Maximilien d'un côté, Venise et Louis XII de l'autre. Et oui, parce que malgré sa défaite, notre bon roi Louis XII n'a pas abandonné l'idée de reprendre le Milanais. Il est un peu obstiné, c'est vrai. Mais la fortune semble lui sourire. En février 1513, le pape Jules II meurt. Le nouveau pape, Léon X, est un Médici. Il est très proche des milieux d'affaires florentins et les banquiers de la cité du Lys sont traditionnellement plutôt favorables aux Français. Ils sont favorables aux Français notamment parce qu'ils font beaucoup d'affaires en France. Voilà donc le signal dont Louis XII avait besoin. En mars 1513, l'armée française traverse les Alpes, avec à sa tête les généraux Louis de la Trémoille et Gian Giacomo Trivulzio, un chef de guerre d'origine milanaise dont on aura l'occasion de reparler. Bon, on va pas délayer inutilement la sauce. Après seulement 3 mois sur place, l'armée française est sévèrement battue par les Suisses à la bataille d'Ariota le 5 juin 1513. Encore un point pour les Suisses, qui sont alors à l'apogée de leur gloire militaire,
Invincibles sur les champs de bataille, ils tiennent fermement le Milanais. Bien qu'encore vaillants, les Français doivent malgré tout battre en retraite. Ils font face à des attaques conjointes d'une ampleur sans précédent. Les forces anglaises et impériales envahissent le nord de la France, tandis que les Suisses pénètrent en Bourgogne et ravagent le territoire jusqu'à Dijon. Alors que les troupes aragonaises progressent vers le Milanais, elles ne trouvent devant elles qu'une armée française en déroute, pressée de repasser les Alpes pour défendre le territoire national. Pour les Vénitiens, la situation n'est pas vraiment joyeuse non plus. Vaincus par les carrés de piquiers impériaux, ils craignent de perdre tous les territoires rudement gagnés, mais sont sauvés in extremis par le manque d'argent côté aragonais, forçant l'arrêt des hostilités. La situation se gèle donc à nouveau, et on pourrait penser que rien ne s'est passé durant l'année 1513. Le pape ne sait toujours pas quoi faire de l'armée aragonaise, le Milanais est toujours fermement tenu par les Suisses, et les villes de la plaine du Pô continuent à balancer entre l'influence vénitienne et impériale, sans que l'un réussisse finalement à l'emporter sur l'autre. En Italie, les Aragonais semblent partis pour rester. Malgré le manque récurrent de fonds pour payer les soldes de ses soudards, le roi Ferdinand veut garder ses forces dans la péninsule. Il ne veut pas rester à l'écart du duel entre la France et l'Empire et espère bien que la situation politique et militaire finira par tourner en sa faveur. Côté français, le moral est au plus bas. Après la bataille de Guingat, survenue dans le Pas-de-Calais le 16 août 1513, tout le monde se moque de la chevalerie française qui a fui devant les armées anglo-impériales. Les chroniqueurs et poètes nomment cette bataille la journée des éperons, en référence à l'objet qui fut le plus utile côté français ce jour-là, et se gauze de ces fiers chevaliers qui ne sont finalement que des lièvres en armure. Pour couronner le tout, Louis XII n'est pas au mieux de sa forme. Il a une toute jeune femme après la mort d'Anne de Bretagne qui s'appelle Marie Tudor, donc la fille du roi anglais Henri VIII, à laquelle il brûle de donner un fils. Les chroniqueurs de son successeur, à l'humour un poil grinçant on va dire, insinuent qu'il s'épuise à faire l'amour malgré son âge avancé et les crises de goutte qui le handicapent. Il décède en tout cas le 1er janvier 1515, laissant derrière lui des caisses pleines, mais un royaume ayant totalement perdu confiance en sa propre puissance.